Voici votre dompéridone. Prenez un comprimé avant les repas, pas plus de 3 fois par jour. D'accord, merci beaucoup. Allez, bienvenue sur The Good Pharmacist. Parce qu'un seul petit médicament, ça cache littéralement 1000 secrets. De la simple molécule jusqu'à la santé au quotidien, on décrypte absolument tout. Et ça, totalement sans tabou, mais toujours avec une vraie précision. Alors, envie de tout comprendre ? C'est parti ! Bon, pour bien comprendre, il faut s'intéresser au mécanisme d'action. En gros, la dompéridone agit comme un antagoniste des récepteurs dopaminergiques D2. Et ça se passe pile ici, au niveau de la CTZ. Vous savez, cette zone gâchette chimioréceptrice située dans l'area postrema. C'est un peu comme un radar géant qui va capter les toxines qui se baladent dans le sang et pam, déclencher le réflexe du vomissement. Et c'est là qu'on touche au point crucial, la grande différence avec un autre classique qu'on connaît bien, le métoclopramide. En fait, contrairement au métoclopramide, la dompéridone ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Comme notre fameuse zone gâchette est située à l'extérieur de cette barrière, la molécule peut bloquer les nausées sans aller s'infiltrer dans le cerveau profond. Donc, pas d'effets extrapyramidaux redoutés. Par contre, petite contrepartie, son effet prokinétique, c'est-à-dire sa capacité à accélérer la vidange de l'estomac, est quand même relativement plus faible. Du coup, concrètement, on l'utilise quand les indications cliniques sont hyper ciblées. Évidemment, pour les nausées et vomissements, y compris ceux liés aux grosses crises de migraine. On la retrouve aussi pour calmer le pyrosis, pour gérer la gastroparésie, qu'elle soit diabétique ou idiopathique d'ailleurs, et, truc super intéressant, pour prévenir les vomissements causés par les traitements de la maladie de Parkinson, comme la lévodopa. Attention par contre, il y a une règle d'or absolue à garder en tête niveau posologie. Le chiffre 12. La dompéridone est formellement, j'insiste, formellement, contre-indiquée chez les enfants de 12 ans ou moins. C'est vraiment la limite d'âge stricte à ne jamais, au grand jamais franchir lors d'une prescription. Ok, maintenant on passe à ce qui fait le plus de bruit autour de ce médicament. Le gros point d'alerte rouge, le risque d'allongement de l'espace cuté. C'est littéralement la précaution cardiovasculaire qui a bouleversé la façon dont on prescrit cet antiémétique partout dans le monde aujourd'hui. Et forcément, ce fameux risque de QT long, s'entraîne une sacrée liste de contre-indications absolues. On parle de la bradycardie, de l'insuffisance cardiaque congestive, des cardiopathies en général, mais attention aussi des déséquilibres électrolytiques sévères, par exemple une hypokaliémie ou une hypomagnésémie. Ajoutez à ça l'insuffisance hépatique, les hémorragies gastro-intestinales et le prolactinum. Bref, tout ça pour dire qu'il est absolument crucial d'éplucher l'historique cardiaque et hépatique du patient avant même de penser à dégainer l'ordonnance. Si on jette un œil aux documents cliniques, on se rend vite compte de la complexité de la chose. La liste des interactions médicamenteuses est tout simplement massive. Et pourquoi une telle liste ? Toujours à cause de ce risque majeur de troubles du rythme ventriculaire et plus spécifiquement des fameuses torsades de pointe. Personne ne veut voir ça. Alors, pour se simplifier la vie et retenir tout ça, on peut diviser ces interactions en deux grandes familles. D'un côté, on fuit comme la peste l'association avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4, comme la clarithromycine, l'érythromycine ou le ritonavir par exemple, qui vont faire exploser les taux de dompéridone dans le sang. Et de l'autre côté, méfiance maximale avec les agents hypokaliémiants qui vont déstabiliser le cœur. Pensez aux diurétiques comme le furosémide ou même certains laxatifs stimulants utilisés sur le long terme. D'ailleurs, au niveau des effets indésirables, le contraste est quand même assez fou. Sur le papier, on a des effets dits peu fréquents, disons plutôt standards, un peu de diarrhée, de la fatigue, de l'urticaire ou une baisse de libido. Ok. Mais alors, la catégorie des effets à fréquence indéterminée fait beaucoup moins sourire. On y retrouve des complications neurologiques et cardiaques gravissimes, des convulsions, des rétentions urinaires, cet allongement du QT dont on parlait, la gynécomastie, et même un risque documenté de mort subite. Merci pour votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous aideront à y voir plus clair sur ce traitement.